Que se passe-t-il lorsque deux étrangers, accablés par le deuil et la méfiance, sont contraints d'emprunter le même chemin à travers une terre qui cherche à les séparer? La réponse se trouve dans une histoire où la survie rencontre la possibilité d'un avenir inespéré. Merci beaucoup de votre attention et de tous vos commentaires. Faites-moi savoir à la fin si vous aimez cette histoire, d'où vous la suivez et ce qui vous attire ici. Le soleil des hautes plaines frappait impitoyablement les collines vallonnées, alors que Julien Vasseur essuyait la sueur de son front. À 42 ans, il avait passé près de 2 décennies à bâtir son modeste élevage de bétail à une 50aine de kilomètres de la ville la plus proche. La sécheresse de 1876 avait été brutale, transformant le paysage, habituellement verdoyant, en une palette de brun et d'ocre. Ses mains tannées serraient les rênes de sa jument alezane alors qu'il inspectait les limites de sa propriété. « Allez, Comète », murmura-t-il à sa monture. « Vérifions le ruisseau du Nord avant de rentrer. » La solitude de la vie au ranch s'était installée dans ses os au fil des ans. Sa femme, Claire, était morte en couches 8 ans auparavant, emportant leur fils à naître avec elle. Les éleveurs voisins avaient leur famille, leur rire autour des tables du dîner. Julien n'avait que son bétail, sa petite cabane et des souvenirs qui s'estompaient à chaque saison. Alors qu'il approchait du ruisseau, le bruit de l'eau qui clapotait attira son attention. En contournant un bosquet de peupliers, il arrêta net Comète. Une femme était agenouillée au bord de l'eau, remplissant une gourde en peau de daim. Ses longs cheveux noirs pendaient en une tresse unique dans son dos, et des vêtements traditionnels de son peuple ornaient sa silhouette élancée. Julien resta immobile, ne voulant pas l'effrayer. Les tensions entre les colons et les tribus locales s'étaient quelque peu apaisées ces dernières années, mais la méfiance restait profonde des deux côtés. Comme si elle sentait sa présence, elle se tourna brusquement, ses yeux sombres s'écarquillant. « Je ne vous veux aucun mal, » dit Julien en levant légèrement les mains. « C'est ma terre, mais vous êtes la bienvenue pour prendre de l'eau. » La femme se leva, serrant la gourde contre sa poitrine. Son visage portait une échymose en train de s'estomper sur une pommette, et Julien remarqua qu'elle ménageait sa jambe droite. « Vous êtes blessé ?» observa-t-il. Elle ne répondit pas, ses yeux dartant vers les arbres derrière elle, comme pour calculer une échappatoire. « Parlez-vous ma langue ?» demanda Julien. Après un moment d'hésitation, elle hocha la tête une fois. « Je suis Julien Vasseur, c'est mon ranch. » La femme le regarda avec lassitude. « Je pars maintenant, » dit-elle, son français hésitant mais clair. « Attendez, » appela Julien alors qu'elle se détournait. « Êtes-vous seul? Où est votre tribu ?» Un éclair de douleur traversa ses traits. « Pas de tribu, plus maintenant. » Julien mit pied à terre lentement. « Quel est votre nom ?» Elle le fixa, le conflit évident dans son expression. « Je n'ai pas de nom, » dit-elle finalement. « Pas maintenant. » Cette déclaration dérouta Julien, mais il voyait qu'elle était épuisée, blessée et probablement affamée. « J'ai de la nourriture dans ma cabane, » proposa-t-il. « Des remèdes pour vos blessures, sans condition. Vous pouvez partir quand vous voulez. » Le doute voila ses traits. Pourquoi homme blanc aidé? Julien réfléchit à sa question. « Parce que je sais ce que c'est que d'être seul, » répondit-il honnêtement.
Quelque chose dans sa voix dut l'atteindre, car, après un long moment, elle fit un léger signe de tête. Alors qu'il marchait vers sa cabane, Julien garda une distance respectueuse. « Vous avez dû avoir un nom autrefois, hasarda-t-il. Autrefois, convint-elle, quand j'avais un peuple. Maintenant, je ne suis personne. Tout le monde est quelqu'un, répondit Julien. Si vous ne voulez pas me dire votre nom, peut-être qu'un jour je vous donnerai le mien. La femme lui lança un regard perçant, mais ne dit rien. De retour à la cabane, Julien soigna ses blessures avec une maladresse attentionnée. Une entaille profonde sur sa jambe s'était infectée, et il la nettoya aussi doucement que possible. Elle resta stoïque, tressaillant à peine malgré ce qui devait être une douleur considérable. « Comment est-ce arrivé ?» demanda-t-il. « Chasseur de bisons, » répondit-elle, la voix amère. « Ils ont attaqué notre petit camp il y a 3 jours. J'ai échappé. Les autres, non. » La mâchoire de Julien se contracta. Il avait entendu des histoires de telles attaques. Une violence aveugle contre des gens qui avaient déjà tant perdu. « Vous pouvez rester ici jusqu'à ce que vous guérissiez, » offrait-il. « Il y a une petite réserve. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est sec et sûr. » Elle étudia son visage, cherchant la tromperie ou des motifs cachés. « Pourquoi ?» Julien soupira. « Je vous l'ai dit, je connais la solitude, et personne ne mérite de mourir d'une infection dans la nature quand un abri est disponible. » Cette nuit-là, alors que Julien était allongé dans son lit, écoutant le craquement occasionnel du plancher tandis que son invité inattendu bougeait dans la pièce adjacente, il se demanda dans quoi il s'était embarqué. Les éleveurs voisins n'approuveraient pas qu'il héberge une femme indigène. Mais quelque chose dans sa dignité face à la souffrance avait remué en lui une émotion qui dormait depuis des années. « Claire, » murmura-t-il au souvenir de sa femme, « je crois que j'ai finalement trouvé quelqu'un de plus têtu que toi. » Le vent nocturne chuchotait à travers les interstices des murs de la cabane, portant avec lui l'odeur de la sauge et le hurlement lointain des coyotes, alors que 2 âmes solitaires trouvaient un refuge inattendu sous le même toit. 3 semaines passèrent avec une routine, établie entre Julien et la femme qu'il avait commencé à appeler Saule dans son esprit, d'après la grâce avec laquelle elle bougeait malgré ses blessures. Elle n'offrit jamais son vrai nom, et il n'insista pas. Ses plaies guérissaient lentement sous ses soins, et à mesure que ses forces revenaient, elle commença à aider autour du ranch. Un matin, Julien la trouva en train de raccommoder avec expertise une couverture de sel déchirée, ses doigts maniant l'aiguille avec une précision exercée. « Vous êtes douée pour ça », remarqua-t-il. Elle ne leva pas les yeux. « Les femmes de mon peuple apprennent ces choses jeunes. »« Me parlerez-vous de votre peuple ?» demanda Julien en s'asseyant en face d'elle. Elle s'arrêta, l'aiguille suspendue à mi-point. « Pourquoi vouloir savoir ? Parce que vous êtes ici et que je ne sais presque rien de vous. » Saule posa son ouvrage. « Mon père était grand guerrier. Ma mère m'a appris plantes qui guérissent, plantes qui blessent. Je me suis mariée à 16 étés. » Une ombre traversa son visage. « Mon mari et mon fils sont morts il y a 2 hivers. La variole, apportée par les marchands. » Julien grimaça. « Je suis désolée. Je suis restée avec la famille de mon frère après, jusqu'à ce que les chasseurs arrivent. » Sa voix restait égale, mais ses jointures blanchissaient autour de l'aiguille.
Ils ont tout tué. J'ai couru. Ils m'ont attrapée, mais je me suis échappée encore quand ils dormaient. Le récit brut de la tragédie, livré sur un ton si mesuré, fit plus mal au cœur de Julien que si elle avait éclaté en sanglots. « Ma femme est morte en couches », confia-t-il doucement. « Il y a 8 ans maintenant. » Saul hocha la tête. « J'ai vu son image près de votre lit, claire. Elle avait l'air douce. Têtue comme une mule, mais douce. » Un petit sourire toucha les lèvres de Saul. Femmes têtues font meilleures épouses. Julien rit, surpris par cette pointe d'humour. C'est bien vrai. Plus tard, ce jour-là, alors que Julien réparait une clôture, il aperçut des cavaliers approcher et reconnut Victor Barrel et son fils Jacques, du ranch voisin. « Julien !» appela Victor en retenant son cheval. « On s'est dit qu'on passerait te voir. On ne t'a pas vu en ville ces temps-ci. »« J'ai été occupé avec le troupeau, » répondit Julien. « Comment vont Marthe et les filles ? » Elles vont bien, elles vont bien. Jacques, ici présent, se marie le mois prochain. Tu te souviens d'Émilie Perrault ? Julien félicita le jeune homme, faisant la conversation tout en gardant un œil sur la cabane. Il espérait que Saul resterait à l'intérieur, hors de vue. « Dis donc, Julien. » Victor baissa la voix. « On parle de rôdeurs dans la région. Une petite bande, peut-être des survivants des réserves du Nord. Tu as vu quelque chose ? » Julien secoua la tête. « Tout est calme ici. » « Eh bien, garde ton fusil chargé. Certains gars organisent une patrouille. On ne peut pas faire confiance à ces sauvages. » La haine désinvolte dans la voix de Victor retourna l'estomac de Julien. « Je pense que la plupart d'entre eux veulent juste qu'on les laisse tranquilles, Vic. » L'expression de Victor se durcit. C'est ce genre de pensée qui fait tuer les colons, Dieu. Tu vis ici depuis assez longtemps pour le savoir. Après le départ des Barrel, Julien retourna à la cabane pour trouver Saul debout, rigide, près de la fenêtre. « Ils veulent chasser mon peuple, » déclara-t-elle platement. « Ils ont peur, » dit Julien, bien que cela semblât une piètre excuse. « Moi aussi, mais je ne chasse pas ce que je crains. » Ses yeux noirs rencontrèrent les siens. « Je devrais partir. J'apporte danger pour toi. »« Non, » dit Julien, se surprenant par sa véhémence. « Tu n'es pas assez guéri pour voyager. Et où irais-tu ? Il y a des bandes à l'ouest, si elles ont survécu. » Julien ressentit un vide soudain à l'idée de son départ. « Attends au moins d'être complètement rétabli, s'il te plaît. » Quelque chose dans sa supplique la toucha, et elle hocha la tête une fois. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis sous le porche à regarder le coucher de soleil peindre le ciel d'orange et de rose éclatants, Julien se surprit à parler de Claire, des rêves qu'ils avaient eus pour des enfants, pour le ranch. Saul écoutait en silence. Sa présence rendait les souvenirs moins douloureux à évoquer. « Tu es un homme bon, Julien Vasseur, » dit-elle finalement. « Ta femme a bien choisi. »« Et toi ?» demanda-t-il. « Comment était ton mari ?» Un doux sourire toucha ses lèvres. Fort, fier, il me faisait rire même quand il était en colère. Il doit te manquer terriblement. Chaque jour, convint-elle. Mais mon peuple croit que les esprits des êtres aimés restent proches. Ils veillent sur nous. Julien contempla cette idée. J'aimerais penser que Claire veille sur moi aussi. Peut-être qu'elle m'a guidé vers ton ruisseau, suggéra Saul. Peut-être que ta femme et mon mari
ont arrangé notre rencontre. L'idée apporta un réconfort inattendu à Julien. Ils restèrent assis dans un silence complice, alors que l'obscurité réclamait la terre et que les étoiles apparaissaient une à une. J'avais autrefois un nom qui signifiait oiseau chanteur, dit Saul si doucement que Julien faillit ne pas l'entendre. Mais quand tous ceux qui m'appelaient par ce nom sont morts, le nom est mort aussi. Alors je te donnerai le mien, murmura Julien, les mots s'échappant avant qu'il ne puisse les peser. La tête de Saul se tourna brusquement vers lui, les yeux écarquillés de surprise. « Je ne voulais pas dire, je voulais juste… » Julien bafouilla, embarrassé par l'implication. « Je voulais seulement dire que tu pourrais utiliser Vasseur comme nom, jusqu'à ce que tu retrouves ton peuple. » Saul l'étudia dans l'obscurité grandissante, son expression indéchiffrable. « Les noms ont du pouvoir, Julien Vasseur. Fais attention à ce que tu offres. » La nuit s'étira entre eux, remplie de possibilités non dites et des avertissements chuchotés par le vent à travers les plaines. Alors que l'été glissait doucement vers l'automne, la présence de Saul au ranch devint une chose sans laquelle Julien ne pouvait plus imaginer vivre. Elle avait transformé la cabane austère par de petites touches, des plantes séchant suspendues aux poutres, des perles complexes ornant les objets du quotidien et des ragoûts mijotant avec des saveurs qu'il n'avait jamais connues. Un matin frisquet d'octobre, Julien trouva Saul à cheval, montant Comète avec une grâce naturelle qui ne faisait qu'un avec la bête. « Tu as un don avec elle » lança Julien. « D'habitude, elle n'accepte pas les étrangers. » Saul guida la jument pour s'arrêter près de lui. Les chevaux sentent la vérité chez les gens. Ils voient au-delà de la peau. Si seulement les hommes pouvaient en faire autant, répliqua Julien, songeant à la patrouille de Victor Barrel et à la tension croissante dans la région. Certains le peuvent, dit Saul, ses yeux rencontrant les siens avec une intensité qui accéléra son pouls. Cet après-midi-là, ils chevauchèrent ensemble pour vérifier une partie éloignée du troupeau. Le silence aisé entre eux était devenu confortable, débarrassé de toute gêne ou maladresse. Alors qu'ils franchissaient une crête surplombant une vallée d'herbes dorées, Saul arrêta son cheval. « Quelqu'un vient, » dit-elle en pointant un nuage de poussière au loin. Julien plissa les yeux contre le soleil. Des cavaliers, au moins 5. Ils se replièrent vers un bosquet d'arbres, observant le groupe approcher. Julien reconnut Victor Barrel et son fils, accompagnés de 3 autres hommes de la ville. « C'est la patrouille de Victor », dit Julien d'un ton sombre. « Nous devrions retourner à la cabane. »« Ils suivent nos traces, » observa Saul. « Ils savent que 2 cavaliers sont passés par ici. » Julien pesa leurs options. « Je vais descendre à leur rencontre. Toi, contourne par le lit du ruisseau jusqu'à la cabane. L'eau ne gardera pas d'empreinte. » Saul secoua la tête. « Non, je ne me cacherai pas éternellement. » Saul et ses hommes. « Mon nom était Tabi, » l'interrompit-elle. « Cela signifie soleil. » Julien la fixa, stupéfait par la révélation. « Si je fuis maintenant, je fuirai pour toujours, » poursuivit-elle. « Je suis fatiguée de courir, Julien. » Avant qu'il ne puisse l'arrêter, elle talonna son cheval pour descendre la colline vers les cavaliers en approche. Julien jura et la suivit, le cœur battant à tout rompre contre ses côtes. Victor les repéra le premier, levant la main pour arrêter ses compagnons. « Julien, qu'est-ce que c'est que ce… » Ces mots moururent lorsqu'il remarqua Saul aux côtés de Julien. « Bonjour, Vic, » dit Julien, gardant une voix décontractée.
Un problème avec le troupeau? Tu héberges une indienne, Ju? La main de Victor se posa sur son pistolet. Voici Tabby, répondit Julien d'un ton égal. Elle m'aide au ranch. Elle t'aide, ricana Jacques Barrel. C'est comme ça qu'on appelle ça de nos jours? Julien sentit sa colère monter. Surveille ton langage, gamin. C'est une de ces tribus qu'on traque? Demanda un autre, un éleveur au visage dur, nommé Dumas. C'est une invitée sur ma propriété, déclara fermement Julien. L'expression de Victor s'assombrit. As-tu perdu la tête, Du? Après ce que ces sauvages ont fait à la famille Perrault, 3 enfants morts. Je n'ai fait aucun mal à votre peuple, intervint Tabby, la voix claire et stable. Ma famille a été tuée par des chasseurs de bisons. Je suis la seule survivante. Elle ment, cracha Dumas. Ils mentent tous. Je veux que vous quittiez tous mes terres, dit Julien, déplaçant légèrement son cheval devant celui de Tabby. Victor secoua la tête. Impossible, Du. On a des ordres du marshal territorial. Tous les indigènes doivent être escortés à la réserve de Fort Sill, ou abattus s'ils résistent, ajouta Dumas avec un sourire tordu. La main de Julien glissa vers son fusil. Elle est sous ma protection. Ne sois pas idiot, Victor avertit. Vous êtes en infériorité numérique. Alors ce sera un combat loyal, répondit froidement Julien. La tension s'étira entre eux comme une corde d'arc trop tendue. Julien pouvait sentir la présence calme de Tabby derrière lui, inébranlable. Ta femme aurait honte, dit doucement Victor, de te voir avec une sauvage. Quelque chose se brisa en Julien. Claire l'aurait accueilli à bras ouverts, espèce de misérable ignorant. Maintenant, fichez le camp de mes terres avant que je ne te mette une balle dans la peau. Victor le fixa un long moment, puis se tourna vers ses compagnons. On reviendra, Julien, avec le marshal. Il claqua ses rênes. On y va, les gars. Alors que les cavaliers battaient en retraite, Julien sentit la tension quitter son corps, le laissant tremblant. Tu n'aurais pas dû faire ça, dit doucement Tabby. Maintenant, tu es l'ennemi de ton propre peuple. Julien se tourna pour lui faire face. Ce n'est pas mon peuple s'ils ne peuvent pas te voir comme une humaine. De retour à la cabane, Julien commença à rassembler des vivres, ses mouvements urgents. Nous devons partir, expliqua-t-il. Victor n'attendra pas longtemps avant de revenir avec des renforts. Où irons-nous? Demanda Tabby. Julien marqua une pause. On parle de bandes tribales dans les territoires de l'Ouest. Nous pourrions essayer de retrouver ton peuple. Et ton ranch? Ta maison? Julien regarda autour de la cabane, contemplant la vie qu'il avait bâtie sur 20 ans. Ce n'est que de la terre et du bois. Ça ne vaut pas une vie. La nuit tombée, ils achevèrent leurs préparatifs. 2 chevaux chargés de provisions attendaient dehors. Julien jeta un dernier regard à la photographie de Claire avant de l'envelopper soigneusement et de la placer dans sa sacoche de sel. « Elle t'aurait aimé, » dit-il à Tabby. Dans le clair de lune argentée, Tabby s'approcha de lui, posant doucement une main sur sa poitrine. « Mon peuple a une histoire sur les étoiles, » dit-elle en levant les yeux vers la voûte brillante au-dessus d'eux. Chaque étoile est une âme qui a trouvé sa moitié. Ensemble, elles brillent à travers l'obscurité. Julien couvrit sa main de la sienne. « Tabby » chuchota-t-il, ce nom semblant sacré sur sa langue. « Quand j'ai dit que je n'avais pas de nom, poursuivit-elle, c'était parce que je n'avais personne pour le prononcer avec amour.
Les noms ont besoin d'amour pour vivre. Julien toucha sa joue, ses doigts calleux doux contre sa peau. Je crois que je t'attendais sans le savoir. Et moi, toi, répondit-elle, même si j'ai lutté contre cela. Leur premier baiser fut timide, un murmure de connexion sous le regard attentif des étoiles. Lorsqu'ils se séparèrent, Julien posa son front contre le sien. Alors je te donnerai le mien, chuchota-t-il, faisant écho à ses paroles d'il y a plusieurs semaines, si tu veux bien le prendre. Le sourire de Thaby fut comme l'aube naissante. Peut-être que nous nous ferons un nouveau nom ensemble, une nouvelle histoire. L'aube trouva Julien et Thaby chevauchant vers l'ouest, suivant des sentiers de gibier à travers les collines vallonnées. Ils voyageaient avec prudence, évitant les routes principales et les villages. Chaque nuit, ils campaient dans des endroits abrités, parlant à voix basse autour de petits feux sans fumée. Le troisième jour, ils repérèrent une colonne de poussière à l'horizon derrière eux. « Des cavaliers !» confirma Thaby, ses yeux perçants se plissant. « Nombreux, la patrouille du Marshal, devina Julien. Nous devons trouver un abri. » Et poussèrent leurs chevaux plus fort, se dirigeant vers une ligne de collines escarpées devant eux. Alors qu'ils pénétraient dans les contreforts, Thaby arrêta soudainement sa monture. « Attends !» ordonna-t-elle en scrutant le terrain. « Cet endroit, je connais ces collines. » Julien s'arrêta à ses côtés. D'avant, elle hocha la tête, l'excitation illuminant ses traits. « Le peuple de ma mère avait des camps d'été près d'ici. Il y a des grottes. » Elle pointa à une crête. Les grottes offraient un abri parfait, assez profonde pour se dissimuler, mais avec de multiples sorties si nécessaire. Alors que le nuage de poussière de la patrouille se rapprochait, Julien et Thaby se retirèrent dans le labyrinthe de passages en pierre. « Ils ne nous trouveront pas ici, » l'assura Thaby. « Seuls les miens connaissent ces grottes. » Alors qu'ils s'installaient pour attendre, Julien remarqua des marques sur les parois, des empreintes de mains, des figures animales, des symboles qu'il ne reconnaissait pas. « Mes ancêtres, » expliqua Thaby, passant ses doigts avec révérence sur une série de marques. « Histoire de notre peuple. » « Que dit celui-ci » demanda Julien en pointant un motif complexe. « Il parle d'une grande sécheresse il y a plusieurs générations. Comment les gens ont survécu en suivant des visions de rêve vers l'eau. » Elle sourit doucement. « Peut-être comme j'ai trouvé ton ruisseau ?» Julien prit sa main. « Je suis heureux que tu l'aies fait. » Ils restèrent dans les grottes pendant 2 jours, ne s'aventurant dehors que la nuit pour vérifier les signes de poursuite. Au matin du 3e jour, Thaby réveilla Julien avec urgence. « Écoute !» chuchota-t-elle. Au début, Julien n'entendit rien. Puis il saisit le son, le bruit lointain de chevaux, mais pas le mouvement organisé d'une patrouille. C'étaient des appels uniques, des signaux échangés entre cavaliers. Les yeux de Thaby s'écarquillèrent. « Signaux de mon peuple !» Avant que Julien ne puisse répondre, elle se dirigeait vers l'entrée de la grotte. Il la suivit, le cœur battant à parts égales d'espoir et d'appréhension. Dehors, ils grimpèrent vers un point d'observation. Dans la vallée, en contrebas, une petite bande avait établi un camp. Peut-être 20 personnes, avec des chevaux et des trapois chargés d'effets. « La bande de mon oncle », souffla Thaby, la reconnaissance naissant. « Il est vivant. » Julien regarda les émotions jouer sur son visage. Joie,
Soulagement, incertitude. Ta famille, dit-il doucement. Elle se tourna vers lui, le conflit dans ses yeux. Oui, mais... Mais quoi? Ils ne t'accueilleront pas facilement, admit-elle, et je ne partirai pas sans toi. Julien redressa les épaules. Alors nous les affronterons ensemble. Ils approchèrent du camp ouvertement, les mains visibles. La réponse fut immédiate. Les guerriers prirent des positions défensives. Les femmes rassemblèrent les enfants, et un homme plus âgé s'avança, une lance à la main. Tabi appela dans sa langue, sa voix portant à travers la distance. Le vieil homme se figea, puis se précipita, l'incrédulité transformant son visage buriné. Les retrouvailles furent un tourbillon de larmes et d'étreintes, d'échanges rapides dans une langue que Julien ne pouvait suivre. Il se tenait à l'écart, conscient des regards soupçonneux et des commentaires chuchotés. Finalement, Tabi se tourna vers lui, lui prenant la main pour l'entraîner en avant. « Voici mon oncle, le chef Élangri, » dit-elle en français. « Oncle, voici Julien Vasseur. Il m'a sauvé la vie quand les chasseurs ont attaqué notre camp. » Le chef étudia Julien avec des yeux pénétrants. « Tu amènes un homme blanc dans notre cachette, » dit-il avec un fort accent. « C'est dangereux. » Il a tout quitté pour m'aider à échapper à ceux qui voulaient me nuire, répliqua fermement Tabi. Il est traqué maintenant, lui aussi, à cause de moi. Élangri tourna lentement autour de Julien. Pourquoi un éleveur blanc risquerait-il sa vie pour une femme de mon peuple? Julien soutint le regard du chef sans ciller. Parce qu'elle vaut plus que la terre ou le bétail. Parce que je l'aime. Des murmures parcoururent la tribu rassemblée. L'expression d'Élangri demeura impassible. L'amour entre un blanc et une des nôtres n'apporte que de la douleur, déclara-t-il platement. Nos coutumes ne sont pas les vôtres, oncle, objecta Tabi. Le vieux monde se meurt pour nos deux peuples. Peut-être faut-il trouver de nouvelles voies. Une femme âgée s'avança, le visage profondément marqué par les ans. Elle parla rapidement à Élangri, faisant parfois des gestes vers Julien et Tabi. « Ma grand-mère dit qu'elle a rêvé de toi, » traduisit Tabi pour Julien. Un homme blanc et une femme du peuple libre qui bâtissent un pont entre les mondes. Élangri semblait troublé. Les rêves sont sacrés, mais la réalité est dure. Les hommes blancs qui vous suivent ne s'arrêteront pas. Alors nous continuons à avancer, suggéra Julien. On parle de territoires inexplorés vers le sud, des terres où les gens pourraient vivre en paix. La discussion se poursuivit tard dans la nuit. Les plans furent débattus, les options pesées. Certains membres de la tribu plaidaient pour renvoyer Julien, d'autres pour l'accepter comme celui que Tabi avait choisi. À l'approche de l'aube, Élangri leva enfin la main pour réclamer le silence. « Les esprits ont parlé à travers les rêves de ma mère, » annonça-t-il. « L'homme blanc fait route avec nous. Son destin est lié à Tabi, désormais, et au nôtre. » Un soulagement immense envahit Julien. Tabi lui serra la main, son sourire radieux dans la lumière du feu. La tribu leva le camp avec une efficacité rodée. En milieu de matinée, il faisait route vers l'ouest, vers des territoires moins fréquentés par les colons. Alors qu'il chevauchait, Tabi porta son cheval à la hauteur de celui de Julien. « Ma grand-mère dit que nous trouverons une vallée où les montagnes touchent le ciel, » les confia-t-elle. « Un endroit où nos enfants pourront grandir en paix. » Des enfants ?
Julien haussa un sourcil, souriant. Les yeux de Tabi pétillèrent. Une fille et 2 garçons, selon son rêve. Julien rit, le son porté par le vent. Et rêve-t-elle aussi de leur nom? Non, répondit doucement Tabi. Les noms viennent en vivant, en voyant ce qu'une personne devient. Comme tu es redevenue Tabi, observa Julien. Elle hocha la tête. Et comme je pourrais un jour devenir Tabi Vasseur, si ton offre tient toujours. Julien arrêta son cheval, obligeant ceux qui suivaient à s'arrêter également. Ignorant les regards curieux, il se pencha par-dessus l'espace entre leurs montures. Elle tient maintenant et pour toujours, dit-il, avant de l'embrasser sous l'immensité du ciel bleu. Ce soir-là, alors que la bande établissait le camp avec pour toile de fond des montagnes lointaines, Élangri s'approcha de Julien. « Ma nièce dit que tu lui as dit un jour « Tout le monde est quelqu'un », dit le chef. C'est une vraie sagesse. Julien hocha la tête. Je le crois de tout mon cœur. Alors peut-être y a-t-il de l'espoir, concéda Élangri, pour tous nos enfants. Alors que les étoiles apparaissaient au-dessus d'eux, Julien et Tabi se tenaient main dans la main à l'orée du camp. Derrière eux gisait le monde qu'ils avaient connu, divisé, violent, inflexible. Devant eux s'étendaient des possibilités qui ne figuraient sur aucune carte. « As-tu peur ?» demanda doucement Julien. Tabi considéra la question. « Oui, » admit-elle. « Mais la peur marchait avec moi avant même de te rencontrer. Maintenant, au moins, je ne marche plus seule. » Julien pressa sa main. « Quoi qu'il arrive, nous l'affrontons ensemble. »« Ensemble !» fit-elle en écho alors que la première étoile du soir s'embrasait au-dessus des cimes lointaines, illuminant le chemin à venir de promesses encore non écrites. Le voyage vers les territoires du Sud s'étira sur des semaines, chaque jour apportant son lot de défis et de révélations. La petite bande voyageait avec prudence, évitant les colonies et les patrouilles de l'armée avec une vigilance que Julien en vint à admirer. Il regardait Tabi s'intégrer à nouveau à la vie tribale, tout en maintenant le lien qu'ils avaient forgé à son ranch. Un soir, alors qu'il campait dans un canyon abrité, Julien remarqua Tabi en conversation avec sa grand-mère, étoile du matin. Les mains noueuses de la vieille femme s'animaient tandis qu'elle parlait, pointant parfois des repères lointains. « De quoi s'agissait-il » demanda Julien quand Tabi le rejoignit près de leur petit feu. « Grand-mère dit que nous sommes près de lieux sacrés, » expliqua Tabi en s'installant près de lui. « Des terres où les anciens vivaient bien avant mon peuple ou l'homme blanc. » Julien lui tendit une tasse de café. « Est-ce pour cela qu'Élangri a choisi cette route ?» « En partie. » Elle hocha la tête. « Ces canyons offrent une protection, mais ils détiennent aussi du pouvoir. Grand-mère souhaite visiter un lieu de vision avant que nous continuions vers l'ouest. » À l'aube, un petit groupe se sépara de la bande principale. Julien, Tabi, Étoile du matin, Élangri et 2 guerriers pour escorte. Ils voyagèrent plus profondément dans le dédale des canyons de roches rouges, le soleil matinal projetant de longues ombres sur le paysage millénaire. Vers midi, ils atteignirent un canyon fermé et isolé. À son extrémité, sous une corniche de pierre en surplomb, des peintures anciennes couvraient la paroi rocheuse. Empreintes de mains, spirales, figures humaines et animales entrelacées dans des histoires que Julien ne pouvait déchiffrer. Étoile du matin s'approcha du mur avec révérence, le touchant de ses doigts tremblants.
elle entama un chant bas et mélodique qui résonna dans le canyon. C'est un endroit très ancien, murmura Tabi à Julien. Plus vieux que ma tribu. Grand-mère dit que les esprits de tous les peuples parlent ici. Et Langry rejoignit sa mère au mur, sortant une petite bourse dont il prit des pincées de quelque chose que Julien ne put identifier, les plaçant soigneusement sur une étagère naturelle de pierre sous les peintures. Des offrandes, expliqua Tabi, pour honorer ceux qui sont venus avant. Alors que le soleil atteignait son zénith, Étoile du matin fit signe à Julien d'avancer. Hésitant, il s'approcha de la vieille femme, qui l'étudiait avec des yeux semblant voir au-delà de sa présence physique. Elle parla dans sa langue, sa voix étonnamment forte pour une personne si frêle. Elle dit « Tu dois poser ta main sur le mur », traduisit Tabi. Là où les anciens ont laissé leur marque. Julien jeta un coup d'œil incertain à Langry, qui fit un bref signe de tête. S'avançant, Julien pressa sa paume contre une empreinte de main fanée sur la surface rocheuse. La pierre semblait étonnamment chaude sous son toucher. Étoile du matin continua de parler, tournant lentement autour de Julien. « Grand-mère dit que ton esprit est plus vieux que tes années », traduisit Tabi. « Elle dit que tu as vécu auparavant, tout comme ton amour pour moi. » Julien ressentit un étrange frisson malgré la chaleur de l'après-midi. Que veut-elle dire? L'expression de Tabi était solennelle. Nos peuples se sont combattus et aimés à travers de nombreuses vies. Elle voit un vieux schéma se briser en nous. Étoile du matin saisit soudain la main libre de Julien, la plaçant contre celle de Tabi. Elle enroula une bande de tissu tissé autour de leurs mains jointes, parlant rapidement tout en travaillant. Une union, expliqua Langry en français, surprenant Julien. Dans notre coutume, vous êtes maintenant liés. Julien regarda Tabi, dont les yeux brillaient d'émotion. Est-ce que... sommes-nous mariés maintenant? Elle sourit. Aux yeux de mon peuple, oui, si tu l'acceptes. Je l'accepte de tout mon cœur, répondit Julien sans hésitation. Étoile du matin délia leurs mains, mais indiqua qu'elles devaient rester jointes. Elle chercha dans une petite bourse à sa ceinture et en sortit quelque chose qui brillait au soleil, un anneau d'argent. Il appartenait à une femme capturée il y a longtemps, expliqua Langry. Elle est devenue l'une des nôtres, a épousé un guerrier. Étoile du matin l'a gardée, attendant que le cercle se complète. Julien regarda avec étonnement la vieille femme glisser l'anneau d'argent terni au doigt de Tabi. Pendant des générations, le sang a répondu au sang entre nos peuples, poursuivit Langry. Peut-être que maintenant, l'amour répondra à l'amour. Ce soir-là, alors que le petit groupe rejoignait la bande principale, une célébration commença. Malgré la nécessité de rester prudent, les tambours résonnaient doucement et les voix s'élevaient en chants que Julien ne comprenait pas, mais qu'il ressentait au plus profond de ses os. Lui et Tabi étaient assis ensemble, recevant des présents et les bénédictions des membres de la tribu qui, plus tôt, l'avaient regardé avec suspicion. « Tout le monde n'approuve pas », dit doucement Tabi, en désignant du menton un groupe de guerriers assis à l'écart, l'expression fermée. Certaines blessures guérissent lentement. Nous avons le temps, répondit Julien. Si les visions de ta grand-mère disent vrai, 3 jours plus tard, la bande traversa un territoire qu'Langry prétendait inconnu de la plupart des colons blancs. Le paysage changea. Des forêts de pins apparurent sur les pentes lointaines, et l'air portait l'odeur de l'eau vive.
Mes éclaireurs ont trouvé une vallée au-delà de ces collines, dit Élangri à Julien un matin, pointant une crête bleutée à l'horizon. De la bonne eau, un abri, du gibier, un endroit pour se reposer avant que l'hiver n'arrive. Julien étudia les montagnes distantes. À quelle distance se trouve la vallée dont parlait ta mère? Celle de l'établissement permanent? 2 semaines de plus si le temps se maintient, répondit Élangri en plissant les yeux vers le ciel. Mais d'abord nous nous préparons pour l'hiver. Nous ne pouvons pas voyager. Les cols de montagne seront sous la neige. La vallée se révéla être tout ce qu'Élangri avait promis. Un paradis caché, avec un ruisseau clair, du gibier en abondance et un abri naturel contre les vents violents. La bande s'attela à établir le camp d'hiver avec une efficacité rodée, dressant les tipis et construisant des abris de broussailles plus permanents. Julien se retrouva à travailler aux côtés des hommes de la tribu, apprenant des techniques d'isolation et de conservation de la viande qui lui étaient nouvelles. En retour, il partagea son savoir d'éleveur, des méthodes pour prédire les changements de temps et gérer les ressources durant les saisons difficiles. Alors que les premiers flocons de neige commençaient à tomber, Julien et Tabi emménagèrent dans le petit abri de broussailles qu'ils avaient bâti ensemble. Ils se tenaient légèrement à l'écart du camp principal, pas assez loin pour être isolés, mais suffisamment pour leur offrir de l'intimité. À l'intérieur, Tabi avait créé un foyer qui mêlait leurs 2 mondes. Les livres de Julien et la brosse à cheveux en argent de Claire côtoyaient les tissages et les outils de son peuple. Un petit foyer au centre procurait chaleur et lumière, la fumée s'élevant par une cheminée soigneusement construite. « Ton ranch te manque-t-il » demanda Tabi, alors qu'ils étaient allongés sous des peaux de bison, écoutant le vent. Julien réfléchit à la question. Ce qui me manque, cela représentait des années de travail, un rêve que Claire et moi partagions. Mais ceci, il l'attira plus près de lui. Ceci vaut bien plus. Tabi traça les lignes de son visage avec des doigts doux. Au printemps, nous trouverons notre foyer permanent. Grand-mère dit qu'il se trouve près de l'endroit où le soleil se couche derrière les pieds jumeaux. Et que voit d'autre ta grand-mère dans notre avenir ? Demanda Julien en souriant. Elle voit des enfants avec tes yeux et mon esprit, répondit Tabi. Elle voit des défis, mais aussi de la joie. Les mois d'hiver passèrent, rythmés par la survie et la découverte. Julien apprit la langue de son peuple, trébuchant sur des prononciations qui faisaient rire les enfants et sourire les anciens avec indulgence. En retour, il enseigna la lecture à ceux qui étaient intéressés, à commencer par Tabi, qui absorbait l'anglais écrit avec une rapidité remarquable. L'hiver ne fut pas sans tension. 2 fois, des groupes de chasseurs signalèrent avoir vu des colons dans les vallées voisines. Une fois, un groupe de guerriers se disputa vivement avec Élangri sur la sagesse de permettre à Julien de connaître leur position hivernale. « Certains craignent que tu n'en amènes d'autres », expliqua Tabi après une de ces confrontations. « Je mourrai avant de trahir ton peuple », répliqua fermement Julien. « Je le sais, dit-elle, mais la confiance vient lentement à ceux qui ont tant perdu. » Alors que l'étreinte de l'hiver commençait à se desserrer, Julien remarqua que Tabi devenait plus calme, plus introspective. Elle passait de longues heures avec Étoile du matin, apprenant des remèdes anciens et écoutant les histoires transmises de génération en génération. Un soir, alors qu'il regardait le soleil embraser le paysage
enneigée de teintes roses et dorées, Taby prit la main de Julien et la posa doucement sur son ventre. « Grand-mère avait raison, dit-elle doucement, à propos de nos enfants. » Les yeux de Julien s'écarquillèrent alors qu'il comprenait. « Tu es... » Taby hocha la tête, son sourire radieux. « Une nouvelle vie grandit en moi, un pont entre les mondes. » Julien la serra dans ses bras, submergé par des émotions trop puissantes pour des mots. Il pensa à Claire, à l'enfant qu'ils avaient perdu, et ressentit une certitude douce amère qu'elle approuverait cette nouvelle chance de famille. Alors que le printemps apportait une nouvelle croissance à la vallée, la bande se prépara à poursuivre son voyage. Julien regardait Taby, sa grossesse désormais visible sous ses vêtements, dirigeant les jeunes femmes dans l'emballage des plantes médicinales qu'elle avait cueillies. Et Langry s'approcha, suivant le regard de Julien. « Elle sera une grande guérisseuse un jour, » observa le chef. « Comme sa grand-mère, elle m'étonne chaque jour, » convint Julien. Et Langry l'étudia pensif. « Quand nous nous sommes rencontrés, je pensais que tu apporterais la destruction à mon peuple. Maintenant, je vois que tu apportes autre chose. »« Quoi donc ?» demanda Julien. « L'espoir, » répondit simplement le chef, « pour un avenir différent de notre passé. » Alors que la bande quittait la vallée, Julien chevauchait aux côtés de Taby, leurs mains se tendant parfois à travers l'espace entre leurs chevaux pour se toucher. Derrière eux gisait le monde qu'ils avaient connu, divisé par la haine et l'incompréhension. Devant eux se trouvait l'incertitude, le danger, mais aussi la possibilité. « Es-tu prête ?» demanda Julien alors qu'ils franchissaient une crête, le chemin devant eux s'étirant vers les montagnes lointaines. Taby sourit, une main posée protectrice sur son enfant à naître. « Nous avons toujours été prêts pour ce voyage, » répondit-elle. Avant même de le savoir, il nous attendait. Ensemble, ils avancèrent vers un avenir écrit dans les étoiles, mais façonné par leurs propres mains. Un testament à la puissance de l'amour pour surmonter les frontières tracées par les hommes.